Ma fille m'a ignoré pendant des mois. Le jour où je me suis effondré à l'hôpital, elle est arrivée trop tard. Je suis un homme de 55 ans. Le jour où tout a basculé, j'étais allongé sur un brancard aux urgences, avec une douleur qui me broyait la poitrine, et mon téléphone vibrait dans ma poche sans que je puisse le prendre. Je venais d'envoyer un message à ma fille pour lui dire que j'étais à l'hôpital. J'avais écrit quelque chose de simple. Je lui avais dit que je ne me sentais pas bien, que j'étais aux urgences, et que si elle voulait venir, c'était maintenant. Je n'avais pas eu le temps de voir si elle l'avait lu. Mon cœur tapait dans ma tête, j'avais la bouche sèche, et la dernière pensée claire que j'ai eue avant que tout devienne flou, c'est que mon message allait peut-être finir comme tous les autres, ignoré. Ma fille s'appelle Marie. Elle a 25 ans. Pendant des années, elle a été tout pour moi. Et depuis un an, j'ai été pour elle un numéro bloqué, un homme inutile, un souvenir douloureux qu'elle refusait de regarder. Je sais très bien que je n'ai pas été un père parfait, mais je sais aussi que je n'ai pas été le monstre qu'elle décrit parfois aux autres. La vérité est entre les deux. Quand Marie était petite, elle me collait tout le temps. Elle me suivait partout. Elle me disait qu'un jour, elle aurait une maison avec un jardin et qu'elle m'y inviterait tous les dimanches. Elle disait que j'étais son héros. Je sortais du travail épuisé, et quand je l'entendais courir dans l'entrée en criant mon prénom, tout le reste disparaissait. Puis il y a eu la séparation avec sa mère. Sa mère et moi, on s'est détruits petit à petit. On s'est usé avec les reproches, les frustrations, les non-dits. L'argent, le travail, les horaires, tout devenait sujet de conflit. Marie nous regardait nous déchirer sans comprendre. Elle pleurait dès qu'on élevait la voix. Le jour où je suis parti, elle avait 12 ans. Elle m'a supplié de rester. Elle m'a demandé pourquoi je les abandonnais, elle et sa mère. Je lui ai expliqué que je n'abandonnais personne, que j'allais juste vivre ailleurs, mais que j'allais continuer à être son père. Elle m'a répondu qu'un père qui part ne peut pas dire qu'il reste. Sa mère l'a gardé avec elle. C'était logique. L'école, les habitudes, tout était de son côté. Moi, j'ai eu un droit de visite. Des week-ends alternés. Quelques vacances. Des heures comptées. Au début, Marie venait avec un sac à dos et des peluches. Elle parlait sans s'arrêter. Elle me racontait l'école, les amis, les projets. Elle pleurait à chaque fin de week-end. Puis les choses ont changé. Sa mère a commencé à me parler devant elle comme si j'étais un problème. Elle me reprochait l'argent, le retard sur certaines pensions, les imprévus. Elle disait que je n'étais pas fiable, pas stable, pas à la hauteur. Elle le disait devant Marie, parfois même en s'adressant à elle. Elle la regardait et elle lui disait que j'étais en train de la décevoir encore une fois. Marie a commencé à me regarder autrement. Elle me posait des questions sur l'argent, sur le loyer, sur les retards. Elle me demandait pourquoi je n'avais pas été là pour telle réunion, pour tel rendez-vous médical. Quand j'essayais d'expliquer que je travaillais, que je faisais ce que je pouvais, elle me répondait que je disais toujours ça. J'ai fait des erreurs. Je n'ai pas toujours été à l'heure. J'ai oublié un anniversaire une fois. J'ai promis une sortie que je n'ai pas pu honorer parce que j'ai dû accepter des heures supplémentaires. Je me suis énervé parfois, parce que j'étais fatigué et que je me sentais jugé en permanence. Un jour, Marie m'a dit qu'elle en avait marre de m'entendre dire que je faisais de mon mieux. Elle m'a balancé que mon mieux faisait toujours mal à quelqu'un. Elle avait 16 ans. À partir de là, j'ai commencé à la voir s'éloigner. Elle venait toujours le week-end, mais avec une distance. Elle passait plus de temps sur son téléphone. Elle sortait voir des amis. Elle restait silencieuse à table. Quand je lui posais des questions, elle répondait par des phrases courtes. Avec le temps, elle a mis des mots plus durs sur ce qu'elle ressentait. À 18 ans, elle m'a dit que j'avais détruit son enfance en partant. Elle m'a accusé d'avoir laissé sa mère se débrouiller seule, d'avoir fait passer ma fatigue et ma vie avant elle. Elle m'a répété des phrases entières que sa mère lui avait sûrement dites. Elle disait que j'avais brisé la famille pour mon confort. Je me défendais comme je pouvais. Je lui expliquais que rester aurait été pire, qu'on se détestait avec sa mère, qu'elle aurait grandi dans une guerre permanente. Elle répondait que, pour elle, un père ne part pas, peu importe la guerre. Quand elle est partie faire ses études, elle a carrément cessé de venir régulièrement. Elle disait qu'elle avait trop de travail, qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle devait se concentrer sur sa vie. Je la comprenais. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas seulement l'emploi du temps. C'était aussi le fait qu'elle me considérait comme un poids.
Elle répondait de moins en moins à mes messages. Je lui envoyais des « comment tu vas », des « tu as besoin de quelque chose », des « tu veux qu'on se voit ce week-end ». Parfois, elle me laissait en vue. Parfois, elle me répondait 3 jours plus tard par un mot sec. Un jour, elle m'a écrit que nos rendez-vous la fatiguaient, qu'elle avait l'impression de devoir jouer un rôle. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas libre de me dire ce qu'elle pensait vraiment, parce qu'elle avait peur de me cracher à la figure ce qu'elle ressentait depuis des années. Je lui ai répondu que je préférais entendre la vérité, même si elle faisait mal. Elle m'a répondu qu'elle n'était pas sûre que mon cœur tienne. Cette phrase, à l'époque, je l'avais prise comme une façon de dire que je ne supporterais pas la critique. Aujourd'hui, je la repense autrement. Il y a 1 an, on a eu notre dernière vraie dispute. Elle était venue me voir, plus par obligation que par envie. On était à table. On parlait de ses études. Je lui ai posé des questions. Je lui ai fait une remarque sur son petit ami, que je trouvais un peu froid, un peu distant. Je lui ai dit que j'avais l'impression qu'il ne la respectait pas vraiment, qu'il profitait d'elle, qu'elle méritait quelqu'un qui la considère mieux. Elle a explosé. Elle m'a balancé que je n'avais aucune légitimité pour parler de respect. Elle m'a rappelé la séparation, les cris, les dettes, les tensions. Elle m'a dit que je n'avais jamais su gérer une relation, que je n'avais pas de leçons à donner. Elle m'a reproché de la juger alors que je n'avais pas été capable de rester. Elle a dit qu'elle en avait marre de s'adapter, de faire semblant, de venir me voir alors qu'elle n'en avait plus envie. Elle m'a dit qu'elle se sentait obligée de continuer ce lien pour ne pas passer pour une mauvaise fille. Elle a ajouté qu'en vrai, au fond, elle n'attendait plus rien de moi depuis longtemps. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit que, pour elle, j'étais un homme qu'elle avait aimé quand elle était enfant, mais qu'aujourd'hui, je lui rappelais surtout ce qu'elle avait perdu. Puis elle a lâché la phrase qui m'a tué. Elle m'a dit que si je disparaissais, ce serait triste, mais que sa vie ne changerait pas vraiment, parce que je n'étais déjà plus là. Je me souviens du silence après ces mots. Je n'ai pas trouvé quoi dire. Elle est partie ce jour-là sans me serrer dans ses bras. Le soir même, j'ai vu que je ne pouvais plus la joindre comme avant. Mes appels n'aboutissaient plus. Certains messages restaient bleus sans jamais se transformer en vue. Elle m'avait bloqué sur certains réseaux. J'ai compris qu'elle avait décidé de m'effacer. Pendant des mois, j'ai continué à essayer. J'envoyais des messages de temps en temps. Des choses simples. Je lui disais que je pensais à elle. Que je respectais le fait qu'elle ait besoin de distance. Mais que j'étais là. Je lui souhaitais son anniversaire. Je lui écrivais pour la nouvelle année. Rien. Aucune réponse. Une fois, j'ai reçu un message court. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de silence. Qu'elle ne voulait plus me voir pour l'instant. Qu'elle voulait se reconstruire sans moi. Elle a ajouté qu'elle me dirait si un jour elle avait besoin de me reparler. Je me suis retrouvé comme un étranger qui attend un appel qui ne viendra peut-être jamais. Pendant ce temps, ma santé se dégradait. Je sentais mon corps fatigué. J'avais des douleurs dans la poitrine. J'avais du mal à monter les escaliers. Je mettais ça sur le compte de l'âge, du stress, du travail. J'évitais les médecins. Je me disais que ce n'était pas le moment de m'arrêter. Puis un jour, au travail, j'ai eu mal comme je n'avais jamais eu mal. Je rangeais des cartons. Tout d'un coup, une douleur a traversé mon thorax. J'ai eu du mal à respirer. J'ai eu des sueurs. Je me suis assis. Un collègue m'a regardé et m'a dit que je n'avais pas bonne mine. Il a insisté pour appeler les secours. Je lui ai dit que ça allait passer. Il m'a répondu que ce n'était pas une simple fatigue, que je devais arrêter de jouer au héros. Les pompiers sont arrivés. Ils m'ont posé des questions. Ils m'ont mis sur un brancard. Ils ont parlé de rythme cardiaque, de tension, de signes inquiétants. Je les entendais à moitié. Dans l'ambulance, j'ai pensé à Marie. Je me suis dit que, si ça tournait mal, je ne voulais pas que la seule chose qu'elle garde de moi, ce soit notre dernière dispute. Je ne voulais pas que sa dernière phrase soit celle où elle disait que ma disparition ne changerait pas sa vie. Alors j'ai pris mon téléphone. Les mains tremblantes, j'ai écrit un message. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Que j'étais dans l'ambulance. Que je pensais à elle. Que je ne lui demandais pas de me pardonner, ni de tout oublier, mais que, si elle voulait venir, j'étais aux urgences de l'hôpital le plus proche. Je lui ai dit que je l'aimais, même si je m'étais planté. J'ai appuyé sur envoyer. Quelques minutes plus tard, j'étais sur un brancard, entouré de soignants.
Il me parlait, mais j'entendais de plus en plus loin. On m'a mis un masque. On m'a dit de respirer. On a parlé d'infarctus. De bloc opératoire. Je pensais à mon téléphone dans ma poche. Je me suis demandé si elle avait vu le message. Si elle avait levé les yeux de ce qu'elle faisait. Si elle avait roulé des yeux en voyant mon prénom. Si elle s'était dit que c'était encore un drame de ma part. Puis tout est devenu noir. Je n'ai plus rien senti. Ma fille, pendant ce temps-là, vivait probablement sa journée comme si j'étais déjà mort depuis longtemps. Et c'est là que commence vraiment la partie la plus dure de cette histoire, le moment où elle a enfin regardé son téléphone, mais où, pour ce jour-là, c'était trop tard pour me parler. Quand j'ai ouvert les yeux, je ne savais plus où j'étais. J'avais la gorge sèche, la poitrine lourde, des tuyaux partout. Une machine bipait à côté de moi. La lumière était blanche, agressive. J'ai essayé de parler, rien n'est sorti. Une infirmière s'est approchée. Elle m'a expliqué doucement que j'avais fait un infarctus sérieux. Elle m'a dit que j'avais été pris à temps, mais de justesse. Elle a précisé que mon cœur avait failli lâcher, que j'avais été emmené au bloc en urgence, que j'avais passé des heures en salle d'opération. Je n'ai pas tout saisi tout de suite. J'ai essayé de bouger. Une douleur m'a traversé le thorax. Je lui ai demandé, d'une voix cassée, depuis combien de temps j'étais là. Elle m'a dit que j'étais en soins intensifs depuis 2 jours. Elle a ajouté que je sortais tout juste d'une phase de semi-coma. 2 jours. Ma première pensée claire a été pour ma fille. Je lui ai demandé si quelqu'un était venu me voir. Je ne voulais pas poser la question, mais je l'ai posée quand même. L'infirmière m'a regardé avec un peu de gêne. Elle m'a dit que mon frère était passé, qu'il avait attendu, qu'il reviendrait. Je lui ai demandé si une jeune femme, dans la vingtaine, était venue. Elle a hésité, puis elle a répondu que oui. Elle m'a dit qu'une jeune femme était venue le premier soir, après l'opération. Elle a ajouté qu'elle était restée longtemps à côté de moi, que je ne pouvais pas la voir parce que j'étais inconscient, mais qu'elle avait parlé. Je lui ai demandé ce qu'elle avait dit. L'infirmière m'a répondu qu'elle ne pouvait pas tout répéter, mais que cette jeune femme avait l'air bouleversée. Elle avait dit qu'elle n'avait pas répondu à beaucoup de messages, qu'elle ne pensait pas que c'était si grave. Qu'elle avait eu l'impression que j'exagérais toujours. Elle avait répété plusieurs fois qu'elle était arrivée trop tard pour me parler. Je n'ai pas eu besoin de plus de détails. Je savais que c'était Marie. L'infirmière m'a aussi dit quelque chose qui m'a frappé. Elle m'a expliqué que, quand Marie était arrivée, elle tenait son téléphone dans la main. Elle fixait un message. Elle a montré l'écran à l'infirmière. Elle lui a dit qu'elle avait reçu ce message plusieurs heures plus tôt, qu'elle l'avait lu tard, et que quand elle avait décidé de venir, j'étais déjà en salle d'opération. C'était mon message depuis l'ambulance. Elle est venue, mais elle est arrivée trop tard pour me parler conscient. Elle a parlé à un corps endormi, branché à des machines. Pendant que je luttais entre la vie et la mort, elle se tenait à côté de moi à répéter qu'elle était désolée, mais moi, je ne pouvais rien entendre. En l'écoutant, allongé sur mon lit, j'ai ressenti un mélange étrange. Je n'étais pas soulagé, pas vraiment. Je n'étais pas en colère non plus. J'étais fatigué. Fatigué de cette histoire où chacun arrive toujours trop tard. Trop tard pour dire les choses quand elles comptent. Trop tard pour changer ce qui est déjà abîmé. Les jours suivants, j'ai été coincé dans cette chambre, à regarder le plafond, à entendre les machines, à recevoir des visites brèves. Mon frère venait. Il me racontait ce qui s'était passé pendant que j'étais inconscient. Il m'a dit que Marie avait appelé en pleurs quand elle avait vu mon message. Il m'a expliqué qu'elle lui avait dit qu'elle pensait que j'exagérais comme d'habitude, qu'elle voulait se protéger de mes drames. Elle lui avait avoué qu'elle avait posé son téléphone en se disant qu'elle répondrait plus tard, puis qu'elle l'avait oublié quelques heures. Quand elle avait finalement lu vraiment le message, avec les mots ambulance et urgence, elle avait paniqué. Elle avait pris un taxi. Elle avait couru jusqu'à l'hôpital. Mon frère m'a raconté qu'elle avait demandé à me voir, mais qu'on lui avait dit que j'étais au bloc, qu'il fallait attendre. Elle avait attendu des heures dans le couloir, assise, les yeux rouges, avec ce regard perdu. Il m'a expliqué qu'elle avait répété, devant lui, qu'elle avait fait la fière trop longtemps, qu'elle s'était enfermée dans sa colère, qu'elle s'était convaincue que je dramatisais tout. Elle avait dit que, cette fois, elle avait joué avec le temps et qu'elle avait perdu. Elle m'a vu, mais pas vraiment. Elle a vu mon corps branché, mais pas mon regard. Elle a parlé, mais pas à un père qui pouvait répondre. Mon frère m'a dit qu'à un moment,
elle avait murmuré que, si je mourais, elle ne se le pardonnerait jamais. Quelques jours plus tard, Marie est revenue, alors que j'étais déjà réveillé. Je l'ai vue franchir la porte de la chambre avec une hésitation qui ne lui ressemblait pas. Elle tenait son téléphone dans sa main comme un poids. Elle avait les yeux gonflés. Elle a avancé jusqu'au lit. Il n'y a pas eu de grande scène. Pas de cris, pas de larmes théâtrales. Elle s'est assise sur la chaise. Elle a baissé les yeux. Elle m'a dit qu'elle savait que je devais être en colère. Elle m'a expliqué qu'elle avait lu le message en retard. Elle m'a avoué qu'elle avait vu mon prénom s'afficher plus tôt dans la journée, qu'elle avait senti monter quelque chose, mais qu'elle avait préféré ne pas ouvrir. Elle m'a dit qu'elle s'était dit que c'était encore une tentative de revenir dans sa vie, un nouveau chapitre de la même histoire. Elle a ajouté que, quand elle avait enfin lu le texte, elle avait compris que ce n'était pas du théâtre. Elle a compris que ce n'était pas un appel de plus, mais un appel de trop. Elle m'a regardé et elle m'a dit qu'elle était arrivée trop tard pour me parler ce jour-là. Elle m'a expliqué comment elle m'avait vu, inconscient, avec la machine, les tuyaux. Elle m'a raconté qu'elle avait parlé pendant des heures en espérant que, quelque part, une partie de moi l'entende. Elle a dit qu'elle m'avait demandé pardon. Elle a dit qu'elle m'avait avoué des choses que je n'avais jamais entendues, parce que j'étais absent à ce moment-là. Je l'écoutais. Je ne cherchais pas à la punir, ni à la rassurer. J'étais là, avec la cicatrice sur la poitrine, le souffle court, et je réalisais qu'on avait atteint un point où il n'y avait pas de solution simple. Je lui ai dit que j'avais toujours voulu lui parler avant qu'il arrive quelque chose comme ça. Je lui ai dit que, quand j'avais envoyé le message, je savais qu'elle pouvait l'ignorer, mais que je ne voulais pas partir sans avoir essayé une dernière fois. Je ne lui ai pas reproché d'être arrivé trop tard. Je lui ai dit simplement que c'était un fait, que c'était maintenant écrit dans notre histoire. Elle m'a répondu qu'elle vivrait avec ça toute sa vie. Elle a parlé de toutes les fois où elle avait vu mes messages sans répondre, de tous les anniversaires où elle avait repoussé l'idée de m'envoyer un mot, de toutes les vacances où elle avait refusé de venir, par principe. Elle m'a expliqué qu'elle avait construit une version de moi qui lui permettait de tenir, un père toxique, toujours dans le drame, à tenir à distance. Elle a reconnu que cette version l'avait protégée un moment, mais qu'elle avait fini par devenir un mur entre nous. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas prévu de me pardonner. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas prévu que je tombe vraiment. Elle a répété que, dans sa tête, elle avait encore du temps. Je l'ai regardée, et j'ai senti que, pour la première fois, elle voyait mon corps fragile. Pas le père qui devait encaisser tout, mais un homme avec un cœur abîmé. Le cardiologue est venu plus tard. Il a été direct. Il m'a dit que ce genre d'alerte n'arrive pas 10 fois. Il a expliqué que mon cœur avait été abîmé, que certaines zones ne récupéreraient pas complètement. Il a ajouté que le stress, les tensions, les conflits constants, tout ça n'aidait pas. Il m'a dit que je devais choisir ce que je voulais porter ou pas dans ma vie. Marie était là quand il a parlé de stress. Elle a baissé les yeux. Après son départ, elle m'a demandé si j'allais la considérer comme un facteur de risque. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je lui ai dit que ce qui me détruisait, ce n'était pas elle, mais la façon dont on s'était laissé pourrir l'un pour l'autre. La relation entière était devenue un poids. Je lui ai confié que j'avais passé des mois à regarder mon téléphone en espérant un signe, et qu'à chaque silence, je me sentais un peu plus inutile. Elle m'a avoué qu'elle avait passé des mois à se convaincre que ce silence était nécessaire pour se protéger. On a fini par comprendre qu'on s'était fait du mal chacun de notre côté, en parallèle. Quand je suis rentré chez moi après l'hôpital, tout était différent. Je ne pouvais plus vivre comme avant. Je devais prendre des médicaments chaque jour. Je devais faire attention à mon alimentation, à mon rythme. Je devais accepter que certaines choses ne reviendraient pas. Je n'étais plus celui qui pouvait courir après tout le monde. Marie m'a proposé de venir m'aider quelques jours. Elle est venue faire les courses, ranger un peu, vérifier que je suivais les consignes. Elle me parlait avec douceur, mais je sentais une tension. Une culpabilité, surtout. Elle s'excusait sans arrêt, parfois en silence. Elle vérifiait mon téléphone, comme si elle avait peur de rater un nouveau message important. Un soir, elle m'a dit qu'elle avait gardé le message que je lui avais envoyé depuis l'ambulance. Elle m'a expliqué qu'elle le relisait souvent. Elle m'a dit que les mots « si tu veux venir », c'est maintenant la hantaient. Elle a ajouté qu'elle comprenait maintenant que les occasions ont une fin. Elle m'a demandé si je lui en voulais vraiment. Je lui ai répondu que oui et non. Oui, parce qu'une partie de moi ne pourra jamais oublier le sentiment d'avoir peut-être été en train de mourir en me demandant si ma fille avait décidé de me répondre ou pas. Non,
parce que je sais que ce n'est pas venu de nulle part. Je sais que la colère, la distance, les reproches ont été nourris par des années d'erreurs, de maladresse, de blessures. Je lui ai dit que je n'étais pas innocent. Elle m'a regardé et elle a dit qu'elle ne voulait plus faire semblant que rien ne s'était passé. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas effacer les mois où elle m'avait ignoré. Elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas non plus effacer le jour où elle est arrivée trop tard. Elle m'a demandé ce qu'on faisait avec ça. Je n'ai pas de réponse miraculeuse. On a décidé de faire quelque chose de simple, arrêter de jouer avec le temps. On ne se promet plus des choses vagues. Quand elle a envie de m'appeler, elle le fait. Quand elle ne veut pas, elle me le dit. Quand j'ai quelque chose d'important, je lui dis tout de suite, pas en attendant que ça explose. Mais il y a une chose qui ne changera jamais, cette ligne dans notre histoire. Il y aura toujours un avant et un après ce message que j'ai envoyé depuis l'ambulance. Avant, j'étais un père qui courait après sa fille, en espérant qu'elle entende ses excuses et ses explications. Après, je suis un homme qui a compris que la mort peut s'approcher en silence, pendant que quelqu'un que vous aimez regarde ailleurs. Je vis avec ça. Elle vit avec ça. Elle sait que, ce jour-là, elle avait le choix d'ouvrir le message plus tôt. Moi, je sais que j'ai mis des années à comprendre qu'on ne repousse pas indéfiniment les conversations qui comptent. Je ne sais pas si un jour nous serons vraiment en paix, elle et moi. On avance avec une cassure qui restera là. Je la vois parfois s'arrêter, poser sa main sur mon épaule un peu plus longtemps. Je vois sa peur dans ses yeux quand je tousse, quand je dis que je suis fatigué. Je la vois regarder mon téléphone quand il vibre, comme si elle voulait s'assurer que, cette fois, rien ne sera lu trop tard. Et chaque fois que je pense à ce jour à l'hôpital, je me dis que je suis revenu, mais que quelque chose en nous est mort là-bas. Pas notre lien, mais notre illusion qu'on avait tout le temps devant nous. Pour des histoires encore plus captivantes, essayez Audible gratuitement pendant 1 mois. Lien en description.